Allez, on passe au décryptage ce soir dans ce journal du sommet de l'Union africaine avec Paul-Simon Handy, directeur régional de l'Institut d'études et de sécurité l'ISS pour l'Afrique de l'Est et représentant auprès de l'Union africaine. Expert reconnu des questions de sécurité et de prévention des conflits en Afrique, il a passé sa journée dans le sein des saints, dans les coulisses du sommet de l'Union africaine. Merci à vous, Paul-Simon Handy, d'être notre invité ce soir. Merci de prendre votre temps pour nous aider à décrypter ce qui s'est passé aujourd'hui à Addis Abeba. Aidez-nous à comprendre. On avait annoncé une victoire du Kenyan Raila Odinga, parti favori. Finalement, c'est le Djiboutien Mahamadou Ali Youssouf. Expliquez-nous les coulisses de cette victoire. Alors, moi, je pense que la victoire de Mahmoud Youssouf est une bonne nouvelle à plusieurs égards. La campagne de Raila Odinga était très visible, tonitruante, un peu comme si le Kenya avait un candidat pour présider l'Afrique et non pas pour présider la Commission de l'Union africaine. La campagne djiboutienne était beaucoup plus ciblée, elle était plus discrète, elle se concentrait sur le collège électoral, qui est un collège électoral composé de 49 chefs d'État et de gouvernement. Et on voit donc que finalement, c'est le côté feutré, plutôt concentré de la campagne djiboutienne qui l'a emporté sur le côté un peu voyeuriste et très tonitruant de la campagne kenyane. En réalité, le candidat djiboutien apparaissait comme celui qui maîtrisait mieux les dossiers de la Commission de l'Union africaine que le candidat kenyan qui était beaucoup plus, qui était quelqu'un d'une grande valeur, d'une grande expérience politique, mais moins technique sur les dossiers qui attendent le président de la Commission. On vous entend là-dessus, mais quelle est la signification de cette victoire pour Djibouti, le pays, mais aussi pour l'Union africaine ? Alors, pour Djibouti, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Djibouti est un pays, un très petit pays de la Corne de l'Afrique, très stratégique. Il y a une position très stratégique sur la mer Rouge, qui est par exemple le port d'entrée pour l'Éthiopie, qui est un pays quand même de 120 millions d'habitants. Donc, c'est un très petit pays, mais qui a une diplomatie très forte, personnifiée et par Mahmoud Ali Youssouf, qui est élu aujourd'hui. Pour la Commission de l'Union africaine, il faut dire, quand on voit le profil de Mahmoud Youssouf et aussi de la vice-présidente, il faut dire. Justement, la vice-présidente Salma Haddadi, l'Algérienne, est-ce que c'est une recomposition des équilibres au sein de la Commission ? Une vraie recomposition. On a un président d'Afrique de l'Est, une vice-présidente d'Afrique du Nord. On a deux polyglottes, deux francophones et arabophones, qui sont à la tête dans le top leadership de la commission. C'est une vraie recomposition. On a aussi surtout deux présidents et vice-présidentes qui connaissent bien l'Union africaine, qui la connaissent pour l'avoir pratiquée. L'ambassadrice Selma a travaillé à Addis Abeba avant d'y revenir comme ambassadrice récemment. Donc, elle connaît bien les dossiers. On aura certainement un mandat de 4 ans avec des présidents et une vice-présidente, un président et une vice-présidente qui connaissent parfaitement les dossiers de l'Union africaine. C'est plutôt bon signe. Parmi les dossiers qui attendent le nouveau président, il y a la question de la paix et de la sécurité sur le continent et évidemment, il y a la question du conflit dans l'Est de la RDC. Je propose d'entendre la première ministre de la RDC, Judith Suminwa, au micro de notre envoyé spécial Marc Perelman et on en parle juste après. La situation est préoccupante, mais je ne pense pas que les choses se passeront aussi aisément qu'ils le pensent eux. En tout cas, une chose est sûre, ce n'est pas acceptable qu'un pays voisin décide de nous agresser. Et la rébellion aujourd'hui, sans le Rwanda, ne serait rien. Donc, il faut dire ce que les choses sont. C'est grâce au Rwanda qu'ils ont pu évoluer. Et le prétexte de
cette minorité ethnique qu'il faut protéger les FDLR est un prétexte tout à fait fallacieux. Depuis que le Rwanda, les troupes rwandaises sont en RDC, combien de FDLR ils ont attrapé? Les sanctions contre le Rwanda, c'est réaliste? Nous attendons pour voir. On ne peut pas aujourd'hui continuer à penser qu'un pays qui agresse son voisin sous des prétextes fallacieux et qui tue autant de personnes et qui provoque autant de déplacés de personnes ne puisse subir aucune sanction. Donc nous attendons les pays africains face à leurs responsabilités. On parle de solutions africaines à des problèmes africains. Nous attendons. Nous avons déjà eu côté européen avec le Parlement européen, qui ont demandé un certain nombre de choses. Nous attendons aussi la Commission européenne, mais les pays africains doivent prendre leurs responsabilités. Paul-Simon Andy, on est toujours en ligne avec vous. Vous êtes à Addis Abeba. Vous avez entendu la première ministre congolaise, justement. Est-ce que on peut attendre, ou à quoi doit-on s'attendre, surtout, du nouveau président de la Commission de l'Union africaine sur ce sujet-là? On peut souhaiter de la nouvelle commission qu'elle s'intéresse un peu plus aux Grands Lacs. L'Afrique, l'Union africaine n'a pas, on ne peut pas dire qu'elle ait fait des Grands Lacs un de ses points de spécialité. Elle a souvent laissé la gestion de la conflictualité dans cette région de l'Afrique aux Nations Unies. Mais il y a un espace pour l'Union africaine. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit que les Africains sont un peu à la peine lorsqu'il s'agit de trouver une solution à cette crise des Grands Lacs. Il y a des tentatives, hein. Il y a 2 grands processus qui sont en cours, qui sont en difficulté, les fameux processus de médiation de Nairobi et le processus de Luanda. Ils sont un peu à la peine, mais au moins c'est des initiatives africaines soutenues par des partenaires qui aujourd'hui sont un peu à la croisée des chemins. Il faut espérer que la nouvelle commission au moins inscrive les Grands Lacs comme un de ses objectifs stratégiques dont la résolution dans un maximum de 4 ans, c'est-à-dire qui est la durée d'un mandat d'un président de la Commission de l'Union africaine, dont la résolution dans cet espace-là doit être envisagée. Mais Paul-Simon Andy, est-ce que plus largement, ces crises et la reconfiguration des équilibres internationaux, est-ce que ça ne pousse pas à une autonomisation finalement de la Commission et pourquoi pas un ministre des Affaires étrangères, par exemple, de la Commission de l'Union africaine? Alors, je pense que c'est une excellente question que vous posez parce que justement, un des grands défis de la nouvelle commission est justement qu'elle préside à une Union africaine, à une commission de l'Union africaine qui aujourd'hui devient un acteur des relations internationales, ou du moins plus qu'elle n'a jamais été. L'Afrique du Sud est membre, l'Union africaine, pardon, est devenue membre à part entière du G20. Et il est même question qu'elle devienne éventuellement, en tout cas on en discute, un des membres, qu'un des sièges permanents qui serait réservé à l'Afrique dans une reconfiguration du Conseil de sécurité lui revienne. Alors, mais la question est de savoir comment est-ce que l'Union africaine devient un acteur des relations internationales. Est-ce qu'elle a besoin d'un ministre des Affaires étrangères? De ce côté, l'Union africaine doit se définir comme acteur dans ce nouveau créneau qu'elle ne connaît pas. Donc elle va un peu avancer par essai et erreur. Et pour le nouveau leadership de la Commission, c'est un vrai défi, mais c'est une vraie opportunité aussi. Un vrai défi et une opportunité. On vous a entendu. Merci beaucoup, Paul-Simon Andy, pour ce décryptage que vous nous avez apporté ce soir dans ce JTA. Merci beaucoup.